Qu'est-ce qu'une approche intentionnellement travaillée autour du vidéo peut donner? Le 6 octobre, personne ne savait c'était quoi Histoire de foot. Le 22 octobre, maintenant, c'est près de 250 000 personnes qui ont vu nos contenus. Près de 1500 écoutes durant 12 et 13 minutes chaque, qui risque de doubler d'ici le prochain mois si je me fie au graphique de YouTube. Ça va m'amener à complètement revoir de A à Z en 2025 notre stratégie de podcasting. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires, toujours en compagnie de Jonathan Léveillé. Et comme vous le savez, Jonathan et moi-même, Antoine Gagné, on aime vous décortiquer et vous dire ce qu'on fait avec nos entreprises et ce de manière assez hebdomadaire. Et récemment, vous avez parlé sur le podcast que, personnellement, j'allais lancer un nouveau projet de Histoire de foot et je pense que Jonathan, tu voulais en savoir un peu plus aujourd'hui, de savoir comment tout ça a été lancé. Antoine, j'avais tellement hâte de te parler aujourd'hui pour voir, qu'est-ce que ça l'a donné? Est-ce qu'on est dans le scénario positif, négatif, entre les deux? J'ai regardé un petit peu les stats sur YouTube. J'ai moi-même écouté l'épisode sur YouTube qui est d'une qualité incroyable. J'avais hâte de te parler aujourd'hui puis que tu puisses nous partager un petit peu le behind the scene de comment ça se passe et comment tu vis ça aussi parce qu'il y a le côté émotif derrière tout ça que tu as mis beaucoup de temps. Beaucoup de ressources également. Fait que je t'écoute aujourd'hui, Antoine. Parle-nous de ça, puis je pense que ça va intéresser les gens qui nous écoutent aussi. Mais je pense aussi, effectivement, que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent, qui sont dans une réflexion de lancer un podcast, de lancer un nouveau contenu. Donc, pour revenir un petit peu à la base de tout ça, Histoire de foot, c'est un projet qui est de passion. Donc, chez J7, l'entreprise que je dirige depuis très longtemps, on fait beaucoup de podcasting. On a le podcast Hypercroissance qu'on fait chaque semaine avec Jonathan Léveillé, qu'on sort également le lundi avec des entrepreneurs à succès. On a un podcast Social Skilling qui parle de publicité Facebook, un podcast No Pay No Play qui parle également de publicité Facebook et un podcast Commercialite qui parle de commerce électronique. Donc, on s'est simplement aperçu à travers les années que le podcasting était assez bon pour nous. Et pour cette raison-là, on a simplement voulu mettre un petit peu plus de temps et d'énergie autour du podcasting parce que ça nous amenait des résultats. Et personnellement, c'est toujours l'univers du foot, du soccer au Québec, un univers que j'ai voulu retourner pour peut-être faire des affaires. Est-ce que peut-être dans 5-10 ans, j'aurai atteint un de mes objectifs de posséder un club de foot? Est-ce que ce sera dans autre chose? Je n'en sais rien. Mais j'avais toujours eu l'ambition de retourner d'une quelconque manière dans l'environnement du foot. Et si tu fais simplement attendre que le train passe, peut-être que le train ne va jamais passer. Donc, je me suis dit, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais retourner dans l'environnement foot avec quelque chose que je connais, le contenu, et spécifiquement ici le podcasting. Et d'un autre côté, ça me permet de manière, je dirais peut-être pour environ 5 % de mon temps, peut-être un petit peu plus en ce moment, mais habituellement, c'est peut-être 5 % de mon temps. Ça me permet de retourner dans un environnement que j'aime beaucoup. Donc, ça change le mal de place. On parle d'affaires, on parle de marketing, tu parles de technologie au quotidien, Jonathan. À un moment donné, c'est bien de rester en train de travailler, mais quelque chose qui est très différent. Donc, ça me fait un bien fou de simplement me lancer dans ce type de podcasting-là. Mais je me suis dit, par contre, que si je me lançais là-dedans, je voulais faire les choses de manière différente. J'étais tanné de refaire un peu les mêmes choses, des podcasts à distance, avoir une approche qui est très audio et qui n'est pas tellement orientée vidéo. Et sachant que c'est dans un environnement sportif et qui dit sport, dit beaucoup d'archives sportives, beaucoup de vidéos qu'il y a eu à travers les années, je trouvais que le type de contenu que j'allais lancer se prêtait tellement bien à un format vraiment travaillé au niveau vidéo. Simplement à cause que je suis capable, comme je l'ai mentionné, de reprendre des archives de certains joueurs que j'aurais interviewés. Donc, je me suis dit, si je le fais de manière différente. Et c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps à le faire. Tu te rappelles, Jonathan, on en a parlé sur le podcast depuis longtemps de tout ça, là. Bien, je trouve que tu bouges vite parce que souvent, les gens veulent démarrer un podcast, en parlent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne bougent pas. Et entre quand on a commencé à en parler et tu le mets en action, je sais que de ton côté à toi, tu as l'impression que c'est long, mais si on se compare à un entrepreneur plus régulier, tu as bougé extrêmement vite et surtout du fait que là, tu t'es promené un petit peu partout à travers la planète pour aller interviewer des gens. Donc, c'est pas juste je book un rendez-vous à quelqu'un dans un studio d'enregistrement au coin de la rue. C'est je prends l'avion et j'essaie de coordonner tout ça pour faire ça en mode blitz. Donc, moi, je te lève mon chapeau. C'est
très impressionnant la vitesse à laquelle que tu es parti de l'idée à on lance officiellement ça dans les derniers jours et tout le travail qui était fait en arrière. Là. Ben écoute, je te remercie. C'est très plaisant d'entendre ton compliment, mais c'est quelque chose que je pensais depuis un certain temps. Donc, l'idée se faisait dans ma tête. Je voyais un petit peu le scénario. Puis ultimement, on m'a challengé. Je me rappelle exactement. C'était au printemps dernier, au mois de mars. J'étais avec ma sœur qui est venue à Barcelone me voir pendant quelques semaines. J'étais avec ma copine également. Et là, on m'a dit, est-ce que tu le fais ou tu le fais pas? Et là, ça m'a joué dans la tête. Et la semaine d'après, je me suis lancé à faire le projet. Parce que tu parles du mois de mars. En février, on était à Phoenix ensemble avec un groupe d'entrepreneurs. Je t'ai vu aller avec des athlètes dans le monde du baseball d'une manière incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas Antoine personnellement, c'est une encyclopédie de tous les faits sportifs, peu importe le sport. Tu nous as épaté d'une manière incroyable. Et on a eu une discussion ensemble que tu me disais, hey, j'aimerais ça peut-être faire un projet là-dedans au niveau du sport. Puis à quel point ça a eu un impact dans ta décision, ce fameux voyage-là à Phoenix, c'est de partager un petit peu de temps avec des grands du baseball. Ouais, ben ça, tu vois, c'était en février 2023. Donc, en février 2023 qu'on est allé en Arizona ensemble. C'est sûr et certain que ça me joue dans la tête depuis un bon bout de temps. Je trouve que l'environnement sportif puis l'environnement des affaires, c'est tellement similaire. Et c'est sûr qu'en parlant, c'était Russell Martin qui était là, Éric Gagné. Il y avait d'autres personnes sur place qui étaient assez impressionnantes. C'est sûr que ça me joue dans la tête parce que, tu sais, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup le foot. Donc, je me disais, il faut que je trouve une manière de retourner là-dedans. Puis je trouvais que le contenu, le podcasting, c'est quelque chose que je connais. Je connais l'environnement sportif. Je risque d'être capable d'amener quelque chose à tout ça. Puis un des constats que j'ai fait, Jonathan, c'est que cet environnement-là, spécifiquement, on va dire francophone, dans l'univers francophone, dans l'univers anglais, c'est beaucoup plus développé, mais dans l'univers francophone, et je pourrais y aller de manière encore plus granulaire, dans l'environnement francophone québécois, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et tous les gens qui faisaient un peu du podcasting le faisaient un peu dans son sous-sol, en train d'interviewer un joueur de foot que tu n'es pas capable d'entendre parce qu'il est sur son téléphone. Tu sais, à un certain point, à un moment donné, puis ça, c'est une réflexion que je me suis fait, quand tu interviews quelqu'un en marketing ou quelqu'un qui est dans le monde des affaires, lui, au jour le jour, il est devant son ordinateur puis il fait des rencontres. Il est habitué à ça. Un sportif de haut niveau, lui, des rencontres Zoom, tu prends le téléphone, tu l'appelles. Il y a pas la même compréhension et conception de ce que je me suis aperçu que des gens qui travaillent quotidiennement devant un ordinateur vont avoir. Donc, au final, je me suis dit, je suis obligé, j'ai le devoir de créer quelque chose où est-ce que l'athlète va se sentir dans un environnement facile pour discuter, pour parler de tout ça. Et c'est là que je me suis dit que j'allais le faire en face à face. Et je voulais absolument voir l'impact aussi de comment je pouvais utiliser les plateformes de médias sociaux pour arriver à de la découvrabilité avec le podcast. Ça, c'était une grosse prémisse de base parce que si j'étais capable, personnellement, de comprendre exactement comment faire grandir un podcast avec les médias sociaux, chose que j'ai pas réussi jusqu'à maintenant, on le fait d'autres manières, mais jamais avec les médias sociaux, je me suis dit, à ce moment-là, si j'ai la preuve, je vais tout revoir de A à Z comment je fais du podcasting. Parce qu'il faut savoir se réinventer à un certain moment donné. Une approche peut fonctionner pendant 3, 4, 5 ans de ça, mais à un certain moment donné, elle peut bifurquer. Donc, il y avait plusieurs choses en tête, puis je me suis dit, si je veux le faire, je vais rendre le tout encore plus agréable, et je vais documenter tout ça. Donc, j'ai pris la décision de faire le podcast, d'aller rencontrer les athlètes où est-ce qu'ils habitent, littéralement dans leur ville, de tout documenter en vlog. Le vlog n'est pas sorti encore, mais j'ai beaucoup de contenu jusqu'à maintenant. Et je vais pouvoir partager ça avec les gens. Et sur le podcast Hypercroissance Discussion d'affaires, je vais dire mes résultats, je vais dire les bons coups, je vais dire les moins bons coups. Donc, les gens qui veulent se lancer un podcast dans le format vidéo en 2024, bientôt 2025, pourront utiliser mes apprentissages que j'ai faits. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai 20 épisodes de fait, Jonathan. Sur les 20 épisodes de fait, je pense que j'en ai fait 17 ou 18 en Amérique du Nord, 2 en Europe. Je l'ai déjà dit sur le podcast, la majeure partie de mon temps, je le passe en Espagne. Donc, ça a été beaucoup de voyages que j'ai dû faire pour arrimer tout ça ensemble. 2 voyages au Canada que j'ai fait, 1 ou 2 voyages en France également pour y arriver. Et bientôt, je vais aller interviewer d'autres athlètes en Suisse, en Angleterre également et peut-être en Norvège. Donc, on va bouger beaucoup pour aller interviewer ces athlètes-là. Donc, ce que ça me donne, la possibilité de rencontrer ces athlètes, faire les podcasts en vidéo. Donc, juste pour que les gens soient capables de situer, ça, c'est le contenu qu'on a entre nos mains. Donc là, maintenant qu'on avait le contenu entre nos mains, on s'est dit, OK, on a quelque chose qu'on considère qui est bon. Comment qu'on fait en sorte de se lancer dans un environnement où est-ce qu'on est littéralement pardonnez-moi l'anglicisme, no name, inconnu, personne ne sait je suis qui.
À un certain point, si je lance quelque chose dans le marketing ou je lance quelque chose peut-être dans le monde des affaires, bon, on a le podcast, on a le journal des affaires, on est peut-être capable de ça. Mais là, l'environnement sportif, c'est zéro barre, zéro une barre, là, donc absolument rien. Donc, on s'est dit, il faut qu'on lance les choses en grand. Donc, on a enregistré 20 épisodes, ce qui donne littéralement à une fréquence d'un épisode par semaine 5 mois de contenu en avance. Et pour lancer le podcast au début octobre, le premier épisode a été lancé le 16 octobre, donc on enregistre le tout le 22 octobre aujourd'hui, donc ça fait à peu près 5 jours et demi jusqu'à maintenant que ça a été lancé. On s'est dit, on va faire un concours grandiose. Donc, on va faire tirer un billet pour aller voir le FC Barcelone et un billet d'avion. Donc, on s'est dit que de cette manière-là, on va être capable de bâtir une liste email de gens qui vont s'abonner. On va demander aux gens également de s'abonner sur nos médias sociaux et ça va faire du bruit. Puis on s'est dit qu'on va mettre un budget publicitaire derrière ça et on a mis 5 400 $ de budget publicitaire pour faire découvrir le concours au maximum de gens possible. Et les gens, pour participer au concours, donnaient leur nom et donnaient leur email pour s'abonner à l'infolettre. Et là, la stratégie était de dire que le gagnant allait être nommé à l'intérieur du premier épisode de podcast. Donc, tu auras compris que ça oblige un peu les gens à aller écouter le premier épisode de podcast. Et pendant ce lancement-là, Jonathan, on a également fait à chaque jour des petits contenus sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, donc des Reels, des Shorts, des TikTok, représentant des extraits de certains enregistrements qu'on a eu jusqu'à maintenant avec des décomptes. Donc, jour 7, jour 6, jour 5, jour 4. Et là, je vais vous donner un petit peu les chiffres. Donc, dans les investissements publicitaires, je vais dire les hauts et je vais dire les bas. Moi, je pensais, Jonathan, qu'en investissant en pub, je serais capable d'avoir des emails pour moins de 1 $. Combien tu penses que m'a coûté un email d'une inscription à un concours en moyenne? J'ai de la misère à lire ton nom verbal sur celui-là, mais je dirais probablement 4 $, 5 $. T'es pas tellement loin. Donc, j'avais une prémisse de me dire, pour 5 400 $, je vais être capable d'aller me chercher environ 5 000 emails. Finalement, on s'en est sorti avec 1 700 emails. Donc, à peu près, je te dirais aux alentours de 3 $, et 20 sous. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même 3 fois plus élevé que ce que je pensais. OK? Donc, déjà là, j'ai fait, bon, au moins, ça fait découvrir le podcast, le vidéo publicitaire est vu, il y a des bons commentaires, les gens, ça crée de l'excitation. Mais je suis obligé d'être super transparent comme je le suis à chaque fois que je fais des podcasts avec toi. Là-dessus, ça a été en bas de mes attentes. Donc, le concours, je m'attendais à avoir beaucoup plus d'inscrits. Je pensais que le tout allait vraiment capter l'imaginaire des gens. J'ai cru comprendre après un petit peu pourquoi ça n'avait pas autant fonctionné que prévu. C'est pas grave, on met ça dans le bagage d'apprentissage. D'un autre côté maintenant, les contenus organiques lancés en amont, juste avant le podcast, pardonne-moi, sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, eux, ont été grandement au-delà de mes attentes. Donc, sachant qu'on n'avait pas vraiment de communauté en ligne, je me suis dit, bon, on va lancer le tout, on va voir ce que ça prend. Et là, tu vois, regarde, j'ai les chiffres devant moi, Jonathan. On a lancé, je crois, le tout, je vais te dire la date exacte. Donc, le premier contenu, si je prends Instagram seulement, a été lancé le 7 octobre. Donc, le 7 octobre, on est le 22 jusqu'à maintenant, donc 15 jours. Il y a 15 jours de cela. Et là, je te pose une question. Combien tu penses que juste sur Instagram, on est allé rejoindre des personnes avec ces différents contenus-là? Combien de vidéos vous avez lancé? Un vidéo par jour, donc 15 contenus au total. Aucun dollar marketing n'a été mis sur ces contenus-là. Donc, tout le reach, toute la portée vient uniquement du volet organique. La portée payante, c'est autre chose que je ne calcule pas là-dedans. Pour un compte neuf, je serais tenté d'émettre une hypothèse entre 500 à 1000 vues, mettons, par vidéo. Donc, entre 7 000 et 15 000 vues totales. Bon, et là, c'est là que tout ça a été au-delà de mes attentes. On a lancé 15 contenus depuis le 7 octobre et on a rejoint 237 103 personnes juste sur Instagram. OK? Juste sur Instagram. Si j'additionne TikTok, TikTok est plus compliqué. On est peut-être à peu près, je te disais, jusqu'à maintenant à 20 000 personnes. Donc, tu vois, on est sur un fois 10 de moins. Puis sur Facebook, c'est encore un petit peu moins. Vraiment, le gros cheval de bataille en ce moment, c'est Instagram qui nous amène le plus de portée. Le deuxième, c'est TikTok. Le troisième, c'est YouTube. Et le quatrième, c'est Facebook. Tout ça mis ensemble, je te dirais, on est à peu près à 240, 250 000 de portée jusqu'à l'époque. Et je le répète, ça n'inclut pas la portée publicitaire. C'est uniquement en volet organique. On a des contenus sur Instagram qui ont fait déjà 29 000 vues. D'autres qui en ont fait 28 000 vues. Et chaque contenu qu'on fait, en moyenne, va
selon les statistiques que je vois devant mon écran en ce moment, nous générer entre 5 000 et 5 500 personnes rejointes. Beaucoup d'interactions, beaucoup de partages, beaucoup de mentions j'aime. Vraiment un truc qui est très, très intéressant. Et ce qui aide aussi, c'est que l'athlète, quand il aime le contenu, tu peux le partager, puis automatiquement, ça apparaît sur son Instagram à lui. Des fois, l'athlète dit oui, des fois, l'athlète s'en rend pas compte, donc ne l'accepte pas. Bon, il y a eu des bons et des moins bons coups avec ça. Mais vraiment, ça, au niveau organique, je te dirais que autant que j'ai été déçu du volet de mon concours payant, ce 5 400 $-là, j'aurais aimé savoir un petit peu plus de email, que du côté organique, lui, ça, je peux te dire, c'est au-delà de mes attentes. Donc, on pourrait dire que les deux s'égalisent un petit peu en termes de lancement jusqu'à maintenant. Et c'est quand même intéressant aussi de décortiquer sur Instagram. Vous avez fait le décompte à chacune des journées pour faire une petite pub. Il y a des journées qui sont complètement exponentielles en termes de vues versus d'autres. Si on regarde la journée 6, 1500 vues et la journée 3, proche de 30 000 vues. Est-ce que c'est plus une question de timing quand que le vidéo a été lancé? Est-ce que c'est plus une question du punch émotionnel dans le contenu? Ça serait quoi ton hypothèse? Est-ce que c'est un pur coup de chance aléatoire d'une vidéo à l'autre ou il y a une stratégie en arrière de ça? Tu te poses les mêmes questions que je me suis posées quand j'ai vu ça. Donc, jusqu'à maintenant, on s'entend. On a un échantillon uniquement de 15 contenus. Mais je vais vous dire les 3 éléments qui, jusqu'à maintenant, nous ont démontré qu'ils pouvaient générer plus de portée que d'autres. Le premier élément qu'on s'est aperçu, c'était vraiment... Et là-dessus, tu as eu une bonne intuition. C'était sur l'heure du lancement de contenu. Donc, les contenus qu'on lançait le matin, heure de l'Est, n'ont jamais autant performé que les contenus qu'on a lancés le soir. C'est une théorie qu'on va devoir continuer à essayer de confirmer ou d'infirmer à travers le temps, mais le temps de lancement est important parce qu'on dirait, et encore une fois, c'est approuvé, que l'algorithme d'Instagram fonctionne vraiment dans une optique que si très rapidement, il y a cette émulation qui se met en place de partage sur le type de contenu, automatiquement, c'est là que la machine va être capable d'enchaîner et par la suite de continuer à te proposer un maximum de gens possible. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est la notoriété de l'athlète. OK, ça, c'est clair, net et précis. La notoriété de l'athlète aide. Donc, un athlète qui est beaucoup plus connu qu'un d'autre, ça, je l'ai vu jusqu'à maintenant, ça a eu plus d'impact. Et le troisième élément, c'est bien entendu, je dirais l'intrigue du message, j'allais dire la qualité du message, mais je pense pas que c'est nécessairement le terme qualité, mais vraiment l'intrigue. Donc, pour te donner un exemple, tu mentionnais le J3, le jour 3, qui a eu le plus d'écoutes jusqu'à maintenant, qui a généré 28 300 écoutes en à peu près une semaine. Eh bien, tu as le joueur qui était un joueur qui avait marqué beaucoup de buts avec l'Impact de Montréal dans le temps et qui ne jouait jamais. On le faisait uniquement rentrer à la fin des matchs. Et dans le contenu, il nous dit, il se vide un peu le cœur en expliquant que lui, il comprenait pas, puis qu'il passait à 2 doigts de partir. Donc, il devenait un petit peu en mode confrontation avec le club. Donc, c'est un contenu qui est intriguant, c'est un contenu qui porte à croire qu'est-ce qui s'est passé ici, je veux en savoir un petit peu plus. Donc, c'est sûr et certain que la qualité du contenu joue beaucoup, la notoriété de l'athlète, puis bien entendu l'heure qu'on a mis ça de l'avant. Donc, ça, c'est les dénominateurs communs qu'on a pu voir jusqu'à maintenant qui fonctionnaient bien. Et là, après, moi, la dernière et la chose la plus importante que je voulais confirmer, encore une fois, c'est uniquement le premier épisode. Je vous ferai peut-être un suivi dans un mois pour voir où est-ce qu'on en est après 4 épisodes. C'était de voir qu'est-ce que YouTube peut m'offrir. Donc, moi, depuis 2018, tous les podcasts ont toujours été, encore une fois, j'utilise un anglicisme ici, audio first, c'est-à-dire une portée audio avant d'avoir une portée vidéo. Donc, j'ai jamais pu vraiment profiter de ce que les médias sociaux étaient capables de faire pour promouvoir un podcast. Je suis arrivé un petit peu en retard et j'ai pas compris cet environnement-là. Donc, j'ai toujours été vraiment dans une promotion audio. Et d'un autre côté, j'ai jamais été capable vraiment de comprendre comment que l'algorithme de YouTube pouvait t'aider. Et là, j'ai eu mon 2 minutes de manière positive. Et là, c'est ça que j'ai vraiment été capable de bien comprendre parce que je faisais du YouTube avec mes autres podcasts, mais sachant que la qualité, surtout au niveau du format, n'était pas au rendez-vous, je n'étais pas capable de me prêter au jeu des autres gros joueurs sur YouTube. Et je vous le dis, la barrière d'entrée sur YouTube en ce moment, elle est basse parce que tout le monde peut faire des vidéos, mais le standard que le consommateur attend, il est rendu élevé. Vous compétitionnez maintenant littéralement contre la télévision. Les gens s'assoient sur leur sofa chez eux maintenant et mettent YouTube. Donc, c'est juste de comprendre que si le contenu n'est pas une qualité pas tellement loin de ce qu'on peut avoir à la télévision ou à Netflix,
vous n'allez pas gagner l'enchère, ou du moins, vous n'allez pas avoir la distribution de YouTube. Donc, on lance le podcast YouTube, on le lance sur Spotify aussi, sur Apple Podcasts, mais bien entendu, lui qu'on veut le plus mettre de l'avant, c'est YouTube parce qu'on a un gros contenu vidéo, on a des grosses intros, on sent que les gens veulent voir l'athlète, donc on sent que c'est un contenu qui va davantage se consommer en vidéo. Et là, on lance, et après, je pense, donc là, moi, je suis en Espagne et je le lance à 17h heure de l'Est, donc il est assez tard, donc je lance. Je m'en vais me coucher, je me réveille le lendemain. Qu'est-ce que je fais la première chose? Je m'en vais voir sur mon téléphone cellulaire. Bon, c'est quoi les écoutes? C'est quoi les vues? Est-ce qu'on a eu quelques vues? Je vois, je pense, après 24 heures, 358 écoutes. Je me dis, bon, OK, c'est pas mauvais. On commence à être vu un peu. Et là, comparativement à l'audio, c'est que YouTube, ça amplifie à travers le temps. C'est que si YouTube est capable de trouver un petit peu son product match, c'est-à-dire un contenu qui sent qu'il est bon pour l'auditoire, qui a un bon taux de clic, YouTube va le distribuer. Et là, c'est ça que je voulais voir et c'est là que j'ai eu une belle confirmation. Donc, juste pour te dire, Jonathan, ça fait 5 jours et demi que le contenu a été lancé. Le premier épisode. Et là, je parle vraiment ici d'un contenu long. Je ne parle pas d'un contenu court, que les gens soient capables de vraiment bien situer ce que je suis en train de dire. Donc, ça a été lancé il y a une semaine et demie. Pardonne-moi, 5 jours et demi. Et là, les chiffres que je vois devant mon écran en ce moment, il y a tout le temps à peu près un 2 heures de retard entre les chiffres que le public voit et les chiffres que tu as avec YouTube. On est rendu à 1283 écoutes. Et à chaque jour, en ce moment, si on regarde les stats, et tu es capable de voir la courbe qui continue, on fait environ entre 100 et 150 nouvelles écoutes par jour. Donc, moi, je m'étais donné un objectif de faire à peu près 1500 écoutes après une semaine. Je vais être littéralement sur ce chiffre-là après 7 jours, de 1500 écoutes. Et à regarder la courbe, je suis à peu près certain de ce que je vois, que ça va minimalement doubler pour le prochain mois. Donc, dans 30 jours, je risque d'être à 3000 écoutes. Et pourquoi c'est donc intéressant de focusser uniquement sur YouTube ici? Parce que Spotify, Apple Podcasts n'ont pas un algorithme de découvrabilité comme YouTube. Et ce qui devait arriver, arriva, c'est-à-dire que YouTube est une machine pour distribuer ton podcast. Les gens commencent le podcast sur YouTube. On a des écoutes en moyenne de 12 minutes 30 sur un podcast qui dure 1h50 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, dans le lien, ils ont la possibilité de continuer l'écoute, bien entendu, sur Spotify et sur Apple Podcasts. C'est exactement ce qui se met en place. Donc, un petit peu l'entonnoir de « je mets tous mes efforts pour que YouTube fonctionne ». YouTube me donne un maximum de découvrabilité. Ultimement, l'auditeur est tanné d'être devant son ordi et d'écouter le podcast en vidéo. Il y a autre chose à faire après 12 minutes. Prend son téléphone, continue l'écoute à partir de Spotify, continue l'écoute à partir de Apple Podcasts et c'est là que ça s'enchaîne un peu. Donc, ça reste à voir, mais jusqu'à maintenant, cette stratégie de faire des petits extraits sur les médias sociaux, de faire un contenu de très, très haute qualité sur YouTube, on a une bonne première semaine sur les attentes. Je dirais peut-être même un petit peu plus au-delà des attentes. Et là, après, c'est de voir s'il peut avoir l'effet composé qui embarque, des intérêts composés qui embarquent, ou est-ce que le deuxième podcast a autant d'impact et peut durer pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mois. Et si chacun de ces podcasts-là sont capables d'atteindre le tout, c'est là que je pense que je vais vraiment être capable de comprendre l'impact qu'une plateforme comme YouTube peut donner à un podcast. Et ça va m'amener, et je le dis sur le podcast, à complètement revoir de A à Z en 2025 notre stratégie de podcasting. Petite question, Antoine, pour toi, ou plutôt constat. J'ai vu beaucoup de gens partir d'Instagram et d'aller sur TikTok, mais j'ai vu peu de gens partir de zéro complètement sur Instagram, TikTok et YouTube. Mon hypothèse aurait été que TikTok aurait été beaucoup plus favorable dans les premières semaines, premiers mois et premiers trimestres pour réussir à créer un effet de levier parce que Instagram est quand même un média qui est là depuis plus longtemps que TikTok, donc souvent plus de compétition. Ouais. Et là, je constate que Instagram et YouTube ont à peu près le même impact, environ 1000 abonnés chaque ou presque. Et curieusement, TikTok, une cinquantaine d'abonnés, à peu près 1000 likes au final. Et on voit que le nombre de vues est beaucoup plus bas sur TikTok, beaucoup plus grand sur YouTube et sur Instagram. J'aurais pensé complètement l'inverse, entre autres sur les courts vidéos de découvrabilité. Ouais. As-tu une hypothèse de qu'est-ce qui crée cette différence-là de performance, puis peut-être comment vous allez essayer de jouer le jeu pour la suite?
Mais tu vois comment que c'est le fun, hein, de commencer à se poser ces questions-là. Moi, tu vois, c'est un jeu que j'avais pas vraiment fait depuis excessivement longtemps de me lancer dans ce qu'on appelle le organic social. Et là, j'ai un plaisir fou juste à essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc, pour répondre à tes questions, je te dirais, si on regarde spécifiquement les chiffres, TikTok est plus élevé que les shorts sur YouTube. Donc, TikTok est juste numéro 2 derrière Instagram. Donc, là-dessus, on a un début. Chaque TikTok, vidéo TikTok, je pense qu'on les appelle ainsi, font un tout petit peu en bas de 1000 vues. Donc, on est tout le temps entre 700 et 900 vues. Vous pourrez aller voir les gens qui nous écoutent. Donc, c'est sûr et certain qu'on n'a pas trouvé notre approche ici. Et je pense que ça vient surtout du fait que je suis pas un grand consommateur de TikTok et peut-être que les gens, on est davantage des consommateurs d'Instagram. Donc, je crois, et je l'ai entendu souvent, et là, on a commencé à changer un tout petit peu les contenus sur TikTok de ce qu'on a sur Instagram, de mettre davantage des codes TikTok. Mais je pense que le défi est surtout là ici. C'est que je pense qu'on n'a pas encore exactement compris ce que les gens sur TikTok veulent. Et ça, je pense que c'est 100% notre faute à ce niveau-là. Sur Instagram, sachant qu'on vit davantage dans cette plateforme-là et également qu'on a la possibilité d'avoir des partages d'athlètes, ça aide énormément. Et YouTube, historiquement, je sais qu'elle a toujours été une plateforme plus complexe pour aller générer un maximum de vues comparativement à ces deux autres-là au niveau des contenus courts. Donc, c'est à travailler. Ça va être le gros travail. Tu vois, on a engagé une gestionnaire de médias sociaux à temps plein qui commence chez nous, ça va être un petit peu son travail d'essayer de comprendre tout ça et par la suite d'appliquer des apprentissages sur nos autres podcasts. Mais définitivement, si tu fais juste les calculs de dire c'est 227 000 personnes sur Instagram que tu es allé chercher avec 237 000 personnes, pardonne-moi, que tu es capable d'aller chercher juste en contenu organique. Ça t'envoie des points d'interrogation assez importants de te dire pourquoi tu ne l'as pas fait avant avec tes autres podcasts. Après, bon, l'argument, quelqu'un va me dire, oui, mais Antoine, le foot et la publicité Facebook ou le monde des affaires, c'est deux catégories totalement différentes. Je l'entends, mais il y a quand même une niche, il y a quand même, pardonne-moi, une population à aller chercher dans ces petites niches-là, si tu fais bien les choses. Et je pense que chaque chose doit se faire en son temps. Mais quand tu vois que quelque chose est fonctionnel, et nous, on a été capable de cocher cette case-là autour des podcasts pour notre organisation, comme quoi que c'était fonctionnel, ben là, ça te pousse à te dire, là, c'est peut-être le temps de les rendre beaucoup plus fonctionnels, sachant que tu as une preuve de l'autre côté que ça peut fonctionner. Je dépose quand même une théorie sur la table et on pourra la suivre devant nous. On entend souvent le principe sur des nouveaux comptes de médias sociaux qui sont créés, le principe de prison, donc d'être in jail et de sortir de prison après un certain temps. Donc, le concept est le suivant, c'est qu'on va envoyer des posts, des nouveaux vidéos et il y a toujours un plafond de verre qui se crée, de dire « Oh, mes publications se rendent à 1000, 1500, mais jamais plus ». Et on a vu des gens du jour au lendemain, comme si l'algorithme du média avait décidé « OK, ce compte-là est crédible et ça fait du sens. On peut le laisser aller et le promoter de manière incroyable. » Et là, ça part de des plafonds de verre de 1000, 1500 à des 100 000, 200 000, 300 000. Donc, ça va être intéressant de regarder vu que les trois comptes sont partis pratiquement de zéro. Est-ce que cette théorie-là de la prison s'applique et va nous surprendre à un certain moment donné? Quand est-ce que vous allez sortir de prison à ce moment-là sur chacun des comptes? Super intéressant. Tu vois, c'est ça le jeu ici, c'est de voir après comment que ça peut aider d'autres personnes qui nous écoutent, puis comment que ça peut te donner des idées, me donner des idées sur promouvoir un podcast. Mais jusqu'à maintenant, je te dirais, dans une optique, littéralement, le 6 octobre, on était inconnu du grand public. Personne ne savait c'était quoi Histoire de foot. Et là, le 22 octobre, maintenant, c'est près de 240, 250 000 personnes qui ont vu nos contenus sur les médias sociaux, près de 1500 écoutes sur YouTube de notre premier épisode en une semaine, écoutes qui durent entre 12 et 13 minutes chaque, qui risquent de doubler d'ici le prochain mois si je me fie au graphique de YouTube. C'est sûr et certain que ça donne confiance puis ça donne envie de continuer. Ça donne envie de continuer puis de décortiquer tout ça. Et ultimement, je pourrais vous dire exactement c'est quoi mon plan de très long terme avec ça, avec le podcast. Mais pour le moment, c'est de décortiquer qu'est-ce qu'une approche intentionnellement travaillée autour du vidéo peut donner. Et de voir si on est capable de se tailler une place parmi ces grands joueurs de contenu parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Ça va être intéressant de te suivre, Antoine, devant nous, assurément. Yes, donc Jonathan, je voulais te faire le petit suivi aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres questions pour moi avant que je te laisse filer? C'est complet, Antoine. Merci beaucoup de ta générosité et ta transparence. Ça prend beaucoup d'humilité
de te lancer en bas de l'avion et nous expliquer chaque couture du parachute que tu construis en sautant. Donc, merci Antoine. L'objectif, c'est d'aider tout le monde. Donc, le plaisir est pour moi. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.